Donc, c'est parti, justement. On accueille aujourd'hui Nicolas. Merci beaucoup, Nicolas, de nous rejoindre parce que du coup, voilà, j'ai rencontré Nicolas lors finalement d'une convention de l'AQM il y a quelques temps de ça maintenant. Très bonne convention par ailleurs et association très intéressante pour tous ceux qui veulent s'intéresser au métier de la qualité. Nicolas, est-ce que tu peux nous dire un mot sur toi? Oui, alors j'essaie de pas être trop long parce que c'est pas là-dessus qu'on va focaliser l'intervention. Donc, effectivement, je suis consultant en amélioration continue. Amélioration continue, donc ça veut dire souvent la déclinaison des démarches ISO, QSE, RSE, voilà, d'une façon assez générique. Au-delà de, je dirais, la certification en tant que telle, c'est surtout l'esprit qui m'importe, c'est-à-dire comment faire en sorte de toujours s'améliorer, d'essayer d'éviter de reproduire les mêmes erreurs, etc. Et dans ce cadre, je suis formateur également et auditeur d'ailleurs, auditeur pour des clients, des partenaires, parce que l'audit est un outil qui contribue à l'amélioration continue, notamment parce que, comme on dit souvent en qualité, on n'améliore que ce qu'on mesure. Et l'audit, c'est un moyen de mesurer finalement où on se situe, où on doit aller, etc. Donc effectivement, je suis basé à Rouen, en Normandie, mais j'interviens un petit peu partout en France pour divers types d'activités, divers types d'entreprises, de l'indépendant jusqu'au grand groupe, du service jusqu'à l'industriel, au BTP, etc. Donc voilà, un peu varié. Et donc je suis auditeur depuis, j'ai été formé à l'audit en 2005, donc ça commence à faire un petit moment. Et puis en moyenne, je réalise entre 15 et 30 audits par an. Voilà un petit peu mon parcours. Je n'en dirai pas forcément plus, c'est déjà pas mal et suffisamment long. Merci. Et merci Victor et Pixfor pour l'invitation, parce que c'est vrai que le courant est bien passé et c'est sympa de se retrouver dans ce contexte. Exactement. Merci Nicolas encore. Du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vois qu'effectivement, il y a des clients, il y a des amis, mais il y a aussi des gens qui ne me connaissent pas non plus. Donc voilà, Victor, pour ma part, je suis directeur de Pix4 France. Donc l'optique, c'est que nous, on développe une suite logicielle autour du management de la qualité, donc en passant par les processus, mais aussi par finalement l'amélioration continue, dont l'audit fait partie, et le risk management. Donc aujourd'hui, on va se focaliser sur la partie audit, et donc on ne va pas parler outils, on va parler métier par l'intermédiaire du coup de Nicolas qui va nous en dire plus, et on va commencer tout de suite. Donc voilà, aujourd'hui, on va organiser cette présentation autour de ces trois grandes parties, les fondamentaux de l'audit, sa préparation et finalement une approche positive qu'on pourrait avoir de l'audit, parce que des fois, voilà, on va le voir, hein, on peut avoir une approche un tout petit peu plus pessimiste et effrayée, on va dire, de cette notion. Donc voilà, pour commencer justement, eh bien, Nicolas a une question à vous poser. Tout à fait. Tout à fait. Justement, comment vous allez pouvoir répondre via l'outil WooClap. Mais quand on vous dit audit, spontanément comme ça, quel mot vous vient en tête? L'idée, c'est un peu d'avoir la température de votre approche de l'audit, quelle est votre appréhension de ce terme et de cet exercice. Donc, on vous invite avec Victor à utiliser l'application WooClap, vous pouvez avoir par le QR code ou en allant sur l'application wooclap.com et en mettant le code de l'événement. Et ça va nous faire ressortir les différents nuages de mots. Vous l'avez dans le chat. Donc, je vous invite à donc aller Ah, on commence à avoir des retours et ça va nous permettre d'avoir un nuage de mots. Enfin, voilà, exactement. On commence à voir les choses qui entrent en. Oh, bah, c'est des termes plutôt, je dirais presque surprenants que je vois Tout à apparaître, fait. Donc voilà, mais pour ceux surprenants dans qui le bon sont sens. sur Zoom directement, sur l'application Zoom, n'hésitez pas à utiliser directement le lien qu'on vous a mis dans le chat, comme c'est peut-être le moyen le plus simple d'accéder. Sinon, comme l'a dit Nicolas, il y avait le code que vous retrouvez aussi là en haut de l'écran. Voilà. Nicolas, du coup, premier ressenti là sur ce nuage de mots qui se forme sous nos yeux ébahis. Écoute, moi, il y a le mot central déjà qui est assez, qui saute aux yeux, hein, de toute façon, d'une certaine manière, c'est le terme amélioration. Qui est vraiment là. Alors peut-être que le fait que je l'ai cité il n'y a pas longtemps a fait ressortir une spontanéité je dirais l'expression de nos participants. Après, je vois d'autres mots comme conformité. Effectivement, c'est important d'avoir cette notion qui ressort, la conformité. On va revenir un petit peu dessus tout à l'heure. Je vois un terme de contrôle aussi. Donc, ça peut être intéressant d'avoir justement cette approche du contrôle, comment on l'approche, parce que en français, on peut avoir, les mots peuvent avoir plusieurs sens. Donc, est-ce que c'est dans le contrôle, dans le sens évaluation,
ou est-ce que c'est contrôle dans le sens flicage? Voilà, c'est un peu cette question-là qui peut m'interpeller. N'hésitez pas à le préciser dans le chat. Alors, je vois quelques petits mots aussi qu'on peut voir ressortir. Difficulté, difficulté, Peur aussi. peur, j'ai vu aussi. Ouais. Ça fait partie des sujets. Alors, ça bouge vite, hein. Ça bouge Pour vite. l'instant, j'ai un petit peu de mal à tout Voilà. voir, mais il y a quand même beaucoup de positifs, je trouve. Je ne sais pas si on a toujours ces mots qui ressortent. En fait, ce qu'on voulait faire ressortir avec Victor en mettant ce thermomètre un petit peu, hein, en faisant ressortir votre ressenti par rapport à l'exercice d'audit, c'est que souvent, moi, ce que je perçois, que ce soit quand je fais des audits ou plutôt quand je fais des formations, j'ai un peu ces termes qui reviennent et des mots qu'on ne voudrait plus entendre, enfin que moi, en tout cas, je considère comme un peu à bannir dans l'approche de l'audit parce que ce n'est pas l'idée du sujet. Euh, c'est que c'est un examen, c'est que ça ne sert à rien, c'est qu'on est dans le flicage, c'est qu'on a d'autres choses plus importantes à faire, que ça occupe les qualiticiens, les auditeurs, tant mieux, mais que ça ne sert à rien. Et puis qu'en gros, ça consiste uniquement à vérifier qu'on applique les choses. Et en fait, ça, ce sont un petit peu, peut-être pas des idées reçues, mais des approches qu'on peut retrouver. Et là, je l'ai pas, on ne l'a pas forcément reçu dans le. Effectivement, il y a, comme c'est indiqué dans le chat, il y a l'approche par les risques, effectivement, on va le revoir aussi. Un audit, c'est là pour aussi évaluer le positionnement de l'entreprise par rapport à ces risques, et notamment comment elle les a définis, ces risques. Et moi, là, un mot je pose souvent cette question-là quand je suis en formation, je commence par demander qui a déjà une expérience de l'audit. Et quand les participants me disent j'ai subi un audit, j'ai un petit peu, je dirais, une interprétation qui consiste à penser que ça ne s'est pas bien passé ou qu'en tout cas l'exercice n'a pas été très bénéfique à la personne qui l'a vécu. Je préfère quand on dit j'ai vécu ou j'ai assisté ou j'ai participé à un audit et qu'on m'explique ce que ça a pu apporter. Voilà, c'était un petit peu la mise en bouche, l'approche qu'on voulait mettre en avant pour justement présenter l'audit, les fondamentaux. Il faut éviter déjà de faire, on conclura par ça, mais de faire de cet exercice un exercice obligé, un mal nécessaire, des choses que j'entends aussi, et justement d'en faire un outil d'amélioration continue. D'ailleurs, là, aujourd'hui, je pense qu'on a un public assez averti puisqu'on a vu beaucoup de mots positifs aussi ressortir. Donc, effectivement, je pense qu'on a un auditoire, en tout cas, qui est plutôt averti. Donc, c'est une bonne chose. Et puis, j'espère que, du coup, voilà, cette approche positive va pouvoir continuer dans vos entreprises respectives. En tout cas, si on en revient à la définition de l'audit, donc dans l'ISO 19011, paragraphe 3.1, donc c'est un processus systématique, indépendant et documenté en vue d'obtenir des preuves d'audit et de les évaluer de manière objective pour déterminer dans quelle mesure les critères d'audit sont satisfaits. Alors, je ne sais pas si c'est ma lecture qui me fait ça, mais moi, je ne suis pas auditeur. Ça me paraît être, même si je suis sensibilisé bien sûr à ces métiers-là, même à moi, du coup, ça me paraît assez finalement abscon, notamment pour un public finalement qui n'est pas averti. Il y a quand même des termes assez spécifiques qui sont employés, donc ça peut aussi faire peur rien que ça par sa définition. Est-ce que du coup, tu peux nous vulgariser un petit peu cette définition de l'audit pour qu'elle se mette en fait à portée de tout à chacun? Alors effectivement, tu évoques un sujet qui est un des premiers critères, je dirais, de réticence par rapport à l'audit, aux démarches d'amélioration, c'est le jargon. Le jargonnage qui n'est pas toujours très usuel, ce n'est pas du langage qu'on utilise facilement, c'est très descriptif, formaliste, sous terme de définition, etc. Et là, effectivement, ce qui est important dans cette définition de l'ISO 19011 qui régit les règles, si on peut dire les choses comme ça, la méthodologie pour mener à bien un audit interne, ce qui est important, c'est qu'effectivement, c'est systématique. C'est rentre dans un système. C'est un exercice qui est indépendant. C'est-à-dire qu'on n'est pas jugé partie d'une certaine manière et qui fait l'objet d'un document. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose, on se rend compte, on passe un bon moment et puis on se tape dans la main et il ne se passe rien. Non, c'est quelque chose qui doit faire l'objet d'informations documentées. Et qu'est-ce qu'on doit faire dans un audit? Eh bien, on doit recueillir des preuves d'audit. Alors, c'est un mot qui peut faire un peu peur, c'est pour ça que ça rejoint un peu le côté flicage de temps en temps qu'on peut retrouver. Mais une preuve d'audit, on va revenir un petit peu dessus, c'est quelque chose qui est documenté, enfin pas forcément documenté, mais qui est un élément factuel et sur lequel on ne peut pas avoir de contradiction. Et puis, comme ça a été dit dans le nuage de mots, il y a une notion d'évaluation, il y a une notion de mesure et d'objectivité. C'est-à-dire que derrière, on doit pas être jugé parti, on doit avoir des éléments qui sont fiables, sur lesquels on peut s'appuyer pour
définir si les critères d'audit sont satisfaits. Et donc, satisfait, tout à l'heure, on parlait de conformité. La conformité, c'est la satisfaction d'une exigence. Donc, c'est-à-dire qu'on doit se poser la question de par rapport à quoi on est conforme, qu'est-ce qui nous permet de dire qu'on est satisfait. Et en fait, ça, c'est cette définition qui peut paraître un petit peu austère, un peu compliquée. Elle est juste là pour dire que ce n'est pas quelque chose qui s'improvise, un audit. C'est quelque chose qui est méthodologique et qui nécessite de la préparation. Voilà ce que je peux dire. Je ne sais pas si c'est plus clair avec cette explication, mais en tout cas, c'était pour expliquer un petit peu la transcription et la plus vulgarisante possible de ce qu'on peut lire ici. Ça m'a semblé très bien, en tout cas, me concernant. Voilà, donc est-ce que tu peux nous en dire plus maintenant sur les finalités de l'audit? Oui, parce qu'un audit, on ne fait pas juste un audit parce qu'on a envie de passer un bon moment ou parce qu'on n'a rien d'autre à faire. Un audit, ça a vraiment des méthodes, des vertus et ça a un vrai objectif. Et une des finalités, c'est déjà de vérifier que les dispositions prévues au sein d'un organisme sont conformes. Alors, conformes par rapport à quoi, je viens de le dire, il faut qu'il y ait un référentiel, donc des référentiels qui pourront être choisis, des normes, des labels, des procédures, donc le système de management interne de l'entreprise, intégré de l'entreprise, ou une conformité à des exigences légales et réglementaires. Donc ça, déjà, est-ce qu'on a mis en place des choses qui répondent à ces exigences? Ensuite, c'est de se poser la question, est-ce que ces dispositions qu'on a prévues, est-ce qu'elles sont bien appliquées? Parce que ce n'est pas parce qu'on l'a écrit que les gens le mettent en application. Donc ça, c'est important. L'audit sert aussi à ça, mettre en exergue la bonne application des choses. Parce que si on ne les met pas en application, il y a peu de chances que ça atteigne les résultats attendus. Ensuite, vérifier l'efficacité de ce système de management. L'efficacité, c'est-à-dire, est-ce que ce qu'on a prévu une fois que c'est appliqué, est-ce que c'est vraiment efficace finalement? Est-ce que toutes les actions qu'on a mises en œuvre, elles permettent d'atteindre les objectifs qu'on s'était fixés? Parce que si on a bien défini ce qu'on a prévu, que c'est appliqué, mais qu'au final, les résultats ne sont pas atteints, l'audit nous permet aussi d'identifier ces problématiques-là. Donc, quelque chose d'important aussi à avoir en tête, c'est qu'un audit porte sur un système et pas sur une personne. Bon, c'est là-dedans qu'on n'est pas dans l'approche flicage, contrôle, avec un objectif de sanction. On est là pour auditer une personne qui remplit, on n'audite pas une personne, on audite quelqu'un qui représente une fonction. Et donc, l'auditeur vérifie la conformité, il n'est pas là pour chercher les écarts. À une époque, on disait que les auditeurs étaient payés au nombre d'écarts qu'ils trouvaient. Ce n'est pas ça l'idée. Un bon auditeur, il n'est pas là. Si on cherche des écarts, on en trouvera toujours forcément. Mais l'idée, c'est de se dire comment on fait en sorte de voir la cohérence, de voir le fonctionnement que je viens de décrire. Et si on évalue des écarts, on les met en exergue, on les fait émerger. Voilà pour cette finalité d'audit. Alors, il y a plus d'audit maintenant, oui. Alors, il y a plusieurs types d'audits qui peuvent exister. Je ne vais pas m'apesantir beaucoup plus que ça, mais vous avez entendu parler des audits internes. Donc, l'audit interne, c'est l'organisme qui s'audite lui-même, qui s'auto-évalue. Et l'audit externe, qui peut être un audit dans le cadre d'une certification ou d'un suivi. C'est quelqu'un d'extérieur à l'entreprise qui vient faire l'audit, mais ça peut aussi être un client qui vient pour venir auditer un organisme pour vérifier qu'il respecte bien le cahier des charges pour lequel il a été retenu, etc., etc. Et puis, l'audit peut porter sur les produits, sur des processus ou sur un système. Voilà. L'audit peut avoir plusieurs approches et plusieurs manières de fonctionner. Alors, du coup, les audits se basent sur des principes. Donc, c'est les 7 principes qui sont là. Donc, la déontologie, la restitution impartiale, la conscience professionnelle, la confidentialité, l'indépendance, l'approche fondée sur la preuve, l'approche par les risques, justement, qui a été évoquée tout à l'heure dans le chat. D'ailleurs, je rappelle à propos de l'utilisation du chat, si vous voulez bien qu'on voit vos questions, n'hésitez pas à utiliser l'onglet QR, questions-réponses, qu'on utilisera tout à l'heure pour adresser vos questions à la fin de la première partie. Du coup, ces 7 principes, toi, en tant qu'auditeur, comment tu les fais vivre? Alors, comment on les fait vivre? L'idée, alors sans rentrer forcément dans le détail de définition, mais pour la déontologie, c'est de faire son travail de manière éthique et honnête. C'est ça, hein, ce qu'on attend derrière. Une restitution impartiale, c'est que les constatations reflètent effectivement ce qu'on a pu rencontrer dans le cadre de l'audit et qu'il n'y ait pas de distorsion entre ce qu'on a pu voir et surtout pas d'aspect jugement. D'une certaine manière, on essaye d'être le plus objectif possible. La conscience professionnelle, c'est de respecter la confiance qu'on nous a accordée et puis aussi de savoir prendre des décisions et de savoir faire preuve de courage, d'une certaine manière. C'est-à-dire on a été missionné pour mener une tâche et on ne se débine pas, on va jusqu'au bout parce que l'idée, c'est que l'organisme puisse ensuite tirer les bonnes conclusions et mettre en place les bonnes actions par rapport à cet audit. Donc, on fait pas l'exercice uniquement pour dire on a coché une case. Non, on le fait avec conscience professionnelle, c'est-à-dire avec application et en se rappelant bien pourquoi on fait les choses.
Un sujet important, c'est la confidentialité. La confidentialité, c'est-à-dire que les informations qu'on nous donne, auxquelles on a accès durant l'audit, on les utilise avec précaution. On fait en sorte de ne pas s'en servir de manière détournée après l'audit ou que ça puisse se retourner contre les audités à un moment ou à un autre. Donc, on fait très attention à ces informations-là. Et surtout, quand on est auditeur croisé, on fait en sorte que les informations qu'on nous a données ne puissent pas fuiter dans la nature après. Donc, c'est pour ça qu'on essaye d'éviter de repartir avec des documents. On constate les preuves, on prend les éléments de preuve, mais on ne repart pas avec. L'indépendance, c'est pour éviter d'être jugé partie, justement. L'intérêt, c'est que l'auditeur soit indépendant de l'activité auditée, ou en tout cas, à minima, qu'il n'ait pas de parti pris ou de conflit d'intérêt. Voilà, c'est cette approche-là qu'il faut avoir en tête. Ce n'est pas toujours simple, surtout quand on fait de l'audit interne dans des plus petites structures, mais il faut essayer dans ces cas-là de ne pas avoir cette approche qui pourrait fausser finalement les constatations. J'évoquais tout à l'heure l'approche fondée sur les preuves, c'est-à-dire avoir des éléments qui soient vérifiables et sur lesquels on puisse s'appuyer pour prendre des décisions en toute connaissance de cause. Et enfin, intégrer l'approche par les risques. L'approche par les risques qui nous permet de répondre aux exigences du client. Quels sont les risques du client? Pourquoi on a mis en place cet audit? Quel est le programme d'audit? Et en fait, qu'est-ce qu'on essaye de lever en étudiant tout ça? Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ce qu'on appelle les principes de l'auditeur, qui sont finalement les différentes sensibilités, approches qu'on doit avoir de front quand on est auditeur pour mener à bien l'audit sur le savoir-être en fait. Parfait, merci beaucoup Nicolas. Alors, question de l'approche maintenant, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, comme on disait tout à l'heure, enfin, je l'évoquais un peu dans les principes, l'approche doit être fondée sur la preuve. Donc, la preuve, c'est quelque chose de factuel et sans valeur morale. La définition qu'on peut avoir effectivement d'une preuve, c'est un élément vérifiable en s'appuyant sur des informations disponibles. Une preuve, ce n'est pas forcément toujours une information documentée. On a vite tendance souvent à penser, quand je vois des gens en formation, qui me disent « oui, mais quel document je dois demander pour ça ?» Ce n'est pas forcément qu'une information documentée, ça peut être un croisement d'informations ou tout simplement l'observation. Donc, il faut aussi ne pas toujours demander un document, un formalisme d'une manière ou d'une autre. L'auditeur doit avoir ces différentes approches qui viennent lui apporter des éléments de preuve, cette ouverture d'esprit et ne pas se focaliser uniquement sur « je veux un document, j'attends un document, donc si je n'ai pas le document qui est prévu, ça ne vaut rien ». Non, on doit ne pas avoir comme je disais tout à l'heure, ne pas avoir de valeur morale derrière ou de jugement, de préconçu, etc., etc. D'accord. Parfait. Alors, on arrive au terme de cette première partie. Donc, comme promis, on va répondre aux premières questions qui sont tombées. Bien sûr, ne vous inquiétez pas si vos questions viennent après, on y répondra plus tard. On est très légèrement en retard, donc voilà, on va essayer d'être efficace dans cette réponse aux questions. Alors, il y a une question qui a été posée, alors pour le coup dans le chat, mais que j'ai repéré quand même, la question donc, de Barbara, qui demande de nous parler comment bien définir un critère d'audit. Alors, si je ne me trompe pas, Nicolas, on va en parler justement un tout petit peu après. On va revenir un petit peu après, effectivement, dans la partie préparation de l'audit et la partie plan d'audit. Mais voilà. Je reviendrai un petit peu dessus après, j'espère y répondre. Mais alors déjà, il y a des personnes qui font, entre guillemets, mon travail, c'est très bien, qui répondent effectivement et c'est assez multiple, hein, les différents critères d'audit qu'on peut avoir. Tout dépend de ce qu'on vous demande, en fait. Quand on vous demande de venir auditer selon une norme ISO spécifiquement, l'ISO 9001, ou si on vous dit, on vous audite à la fois l'ISO 9001, mais aussi le MAS, parce qu'on est certifié MAS, ou etc. Les critères d'audit, en fait, c'est finalement le cadre dans lequel vous allez venir exercer votre activité d'audit. Donc, c'est effectivement définir le périmètre qui va vous permettre de dire si les critères d'audit, c'est d'auditer uniquement de l'ISO 9001 ou uniquement un processus, on se focalise là-dessus. Voilà, c'est ça. C'est ces approches-là qu'il faut avoir en tête. Bien définir ce qui est attendu par l'exercice d'audit. Parfait, merci. Alors effectivement, il y a eu Alexandre Leroy qui a répondu aussi dans le chat, qui a fourni des éléments aussi complémentaires à ceux que tu as évoqués et d'autres qui sont les mêmes, bien sûr, puisque vous avez, je pense, une bonne connaissance tous les deux. Il y a Amandine également qui demandait, alors je pense que peut-être dans une partie, tu as répondu, tu as abordé une partie de cette question. Est-ce que lorsqu'on s'engage dans une certification, seuls les engagements de ce référentiel sont audités ou est-ce qu'il faut prendre en compte les éléments sous-entendus dans les attentes? C'est-à-dire, y a-t-il des déductions logiques à prendre en place où l'auditeur ne contrôle stricto sensu que les éléments de preuve demandés dans le référentiel? Alors, longue question.
Alors, je dirais, il y a l'usage et il y a la théorie, puis il y a l'usage, parce que j'ai pu voir, normalement, un auditeur, il se limite aux critères d'audit. Un auditeur qui vient auditer selon l'ISO 9001, en théorie, il est censé auditer selon l'ISO 9001 et pas plus. Mais ça m'est déjà arrivé de voir dans le cadre d'audit de clients, des auditeurs de certification qui mettent des écarts en ISO 9001 sur un non-respect de la réglementation environnementale, par exemple. Et les audités étaient surpris en disant oui, mais ce n'est pas pour ça que vous êtes venus, vous êtes là pour nous parler de qualité, de système de management de la qualité. Et l'auditeur a dit oui, mais moi, en tant que sachant, je vois une non-conformité, je ne peux pas fermer les yeux là-dessus. Et de toute façon, on peut quand même tout raccrocher à la qualité d'une certaine manière, parce qu'une non-conformité en environnement qui serait préjudiciable, qui ferait appel enfin, qui pourrait amener pardon, à une mise en demeure, par exemple, qui pourrait entraîner des problèmes de qualité, des problèmes d'organisation, qui pourraient in fine avoir un impact sur le client, notamment en termes de délai, en termes de disponibilité, etc., etc. Donc, c'est là-dessus que l'auditeur l'a dit. Effectivement, ce n'était pas tout à fait dans le cadre des critères d'audit initiaux, mais pour autant, il a quand même dit, moi, c'est comme si je voyais une situation dangereuse en santé-sécurité, je ne pourrais pas fermer les yeux, puisque là, on parlait de conscience professionnelle tout à l'heure et de déontologie. On peut pas, après, c'est la conscience des gens, justement, qui se diraient, mais moi, je ne peux pas faire comme s'il n'y avait pas il ne s'était rien passé parce que ce n'était pas le sujet que j'étais censé voir. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond tout à fait à la question d'Amandine, mais en tout cas, en théorie, on est censé se limiter aux critères de l'audit, mais en application, voilà, je dirais sur la partie documentaire, l'auditeur ne va pas forcément aller voir ailleurs. Par contre, en application, quand il va aller faire l'audit de terrain, là, peut-être que s'il voit des choses qui sortent un petit peu de ce cadre-là, il pourra arriver d'une manière ou d'une autre à les raccrocher. D'accord, très bien. Bon, moi, je pense que ça répondait plutôt bien à la question. Il y a d'autres questions qui sont arrivées. On y répondra du coup à la prochaine transition, OK. puisqu'on est un petit peu en retard, comme je le précisais. Juste pour désamorcer une question qui revient régulièrement lors de nos webinaires, la présentation donc, ne sera pas partagée en format PowerPoint, mais par contre, vous aurez la possibilité de recevoir, en fait, vous recevrez automatiquement le replay de ce webinaire via un mail qui sera envoyé après du coup le webinaire. Donc, vous aurez tout le loisir de vous repasser les slides qui vous ont le plus intéressé. On va aborder maintenant la deuxième partie, donc on rentre dans le dur du sujet, c'est la préparation de l'audit. Donc voilà, là je pense que beaucoup de questions pourront revenir aussi suite à cette partie. On a déjà un peu commencé d'ailleurs dans les questions qui ont déjà été posées. Alors on va d'abord regarder la partie critères justement. Et donc bon, tu en as déjà dit pas mal avec la réponse aux questions, mais est-ce que voilà, tu as des commentaires à rajouter encore par rapport à ces critères? C'est-à-dire que déjà, la première chose à se poser, c'est qu'est-ce qu'on me demande d'aller auditer? On ne part pas avec je dirais, en improvisation quand on va faire un audit. C'est-à-dire qu'on définit, on analyse les besoins et quels sont les objectifs. Qu'est-ce qu'on doit, à la fin, concrètement, quand on doit rendre un rapport d'audit, qu'on doit faire une conclusion de l'audit, en gros, sur quoi on va statuer, sur quoi on va conclure. Donc, si on n'a pas de critères définis, comme je parlais tout à l'heure, si on n'a pas de référentiel, on ne pourra pas dire si on est conforme ou si on n'est pas conforme. Après, on pourra avoir un jugement sur c'est bien, c'est pas bien. Mais ça, ce n'est pas l'audit, ça. On n'est pas là dans un jugement pour donner une note, etc. Donc, c'est important de se poser la question de qu'est-ce qu'on va auditer? Est-ce qu'on va auditer un processus? Est-ce qu'on va auditer un service? Est-ce qu'on va auditer une ligne de production? Parce qu'effectivement, le niveau de détail ne va pas être le même. Donc, c'est important aussi de définir ça pour savoir à quel niveau de détail on va rentrer quand on parle de profondeur d'analyse et à quel niveau de détail on va rentrer. Si on a, en fonction du temps aussi qui nous est consacré, etc., etc. Donc, l'important, c'est qu'on doit avoir cette approche qui est, je dirais, de capitalisation sur les analyses des besoins. Et du coup, le champ de l'audit, alors je crois que ça a été demandé, hein, le champ de l'audit, le périmètre de l'audit, c'est l'étendue et les limites des activités qui sont concernées par l'audit. Ce qui va vous permettre de savoir quels vont être les lieux qui vont être audités. Est-ce qu'on est sur plusieurs sites? Est-ce qu'on est sur un monosite? Quelles unités organisationnelles vont être auditées? Quelles activités vont être auditées? Quel processus? Combien de temps ça va nous mettre? Et ça va permettre de effectivement définir ce périmètre d'audit, où on commence, où on s'arrête et qui va être concerné. Parce qu'effectivement, si on veut auditer des personnes, il faut que les personnes soient prévenues, soient informées, soient au courant de ce qui se passe. Alors, je remercie Alexandre qui répond au fil de l'eau. Ça, c'est très bien. Je n'ai pas eu le temps de tout voir, mais c'est effectivement ça. Donc, voilà, les approches, bien définir les critères, c'est vraiment qu'est-ce qu'on doit aller auditer et quelle va être la limite de ce qu'on va auditer.
Parce que si on vous dit venez auditer mon entreprise, mais que votre entreprise est multisite, un site qui va être à Troyes, un qui va être à Bordeaux, un qui va être à Lille, et ben, peut-être qu'on va vous demander dans un premier temps d'aller auditer l'agence de Lille sur l'ISO 9001 sur la partie atelier. Je ne sais pas, voilà. Et du coup, c'est là-dessus que vous allez cibler votre questionnement, votre approche et votre préparation d'audit. Très bien. Alors, du coup, fort de ce constat, comment bien préparer un plan d'audit? Alors, ça, c'est important de définir un plan d'audit. Comme je vous ai dit, ça ne s'improvise pas parce que vous avez les gens en face de vous, ils ont un emploi du temps, ils ont des disponibilités, des indisponibilités. Donc, vous devez prendre en compte l'organisation de l'organisme dans lequel vous allez intervenir, même si c'est votre propre entreprise. Un audit, ça nécessite que les gens soient disponibles. Donc, ça nécessite que votre plan d'audit, vous les informiez de ce que vous allez aborder dans le cadre de cet exercice, à quelle heure, sur quel horaire vous allez les rencontrer, etc. Et puis, l'idée, c'est d'essayer de trouver le juste équilibre dans un plan d'audit entre le temps que vous avez disponible et celui des audités. Arriver à faire coïncider les problématiques pour que ça ne soit pas trop une contrainte pour les autres, parce pour justement éviter qu'ils subissent les audits, mais qu'ils le voient comme un outil, je dirais, positif. Et pour cela, pour bien préparer un plan d'audit, vous préparez votre plan d'audit, vous le diffusez suffisamment tôt aux personnes concernées. Alors, moi, je mets 15 jours, mais il n'y a pas de règle par rapport à ça, ce qui permet de le reprendre en cas de besoin. Parce que si vous l'envoyez la veille pour le lendemain, et ça arrive même dans les audits de certification, j'ai déjà eu ça, où on reçoit le plan d'audit la veille pour le lendemain, et puis quand on découvre ça, on s'aperçoit que telle personne qui était censée être auditée n'est pas disponible parce qu'elle est en congé, parce qu'elle est en formation, parce qu'elle est en déplacement, etc. Donc l'auditeur n'a pas la possibilité de faire, je dirais, de réajuster son tir. Donc, importance de bien définir ces problématiques-là parce que la problématique du temps, c'est un des premiers dangers, finalement, des premiers risques, finalement, plutôt dans le cadre des audits. Très bien. Alors, voici un exemple, justement. Alors, voilà, qu'est-ce qu'on doit retrouver dans un plan d'audit selon les critères d'ISO 19011, donc le référentiel de l'audit, donc c'est-à-dire selon quel référentiel on va pouvoir évaluer la partie, je dirais, de l'audit. C'est comment on pourra dire la conformité, finalement. Le champ de l'audit, pour revenir dessus, donc le champ de l'audit, est-ce que c'est un processus, est-ce que c'est un service, est-ce que c'est une agence, etc. Donc, quel est le périmètre dans lequel on va se faire? Quels acteurs on va rencontrer? Donc ça, c'est important. Donc les acteurs, quand on met identité, ça ne veut pas forcément dire monsieur machin ou madame truc. On met plutôt les rôles que représente la personne. Ça va être le responsable RH, la responsable achat, la directrice générale, etc., etc. On ne met pas forcément de nominatif. Comme je disais tout à l'heure, on ne dit pas des personnes, mais des fonctions. Les documents de référence auxquels on peut être je dirais, affecté. Les dates et les lieux de l'audit, c'est tout bête, mais il faut effectivement que les gens soient préparés. Donc, votre plan d'audit, vous retrouvez ça. Et puis, on met aussi les dates et les durées prévues pour chaque activité. Parce qu'un audit qui va se durer sur une journée, la date et le lieu de l'audit, ça va être assez simple à retrouver. Mais quand vous avez des audits, y compris internes, qui vont durer sur plusieurs jours, sur plusieurs sites, c'est important aussi de dire que tel jour, à telle heure, on va rencontrer telle personne, etc. etc. Et ensuite, d'intégrer les problématiques, je dirais, techniques et pratiques qui vont être les lieux, les conditions d'accès, les déplacements, les horaires de déjeuner, etc., les heures de fermeture de l'entreprise, qui vont permettre de bien définir, que tout le monde soit d'accord pour pouvoir bien mener cet audit et que les règles du jeu soient connues par tout le monde et qu'on ne dise pas « Ah ben moi, je n'avais pas prévu, je ne suis pas dispo, etc. » Voilà, ça, c'est vraiment l'idéal d'un plan d'audit. Parfait. Merci pour ça. Donc, maintenant, on va parler de l'élaboration de ce plan. Voilà, donc, là, c'était les grandes lignes. Mais quand on rentre un petit peu plus dans le détail, le plan d'audit, c'est ce qui permet de traduire Alors, quand on dit le mandat, c'est un mot qui peut paraître peut-être un petit peu moche, mais en gros, c'est pourquoi on nous a mandaté pour réaliser un audit. Donc, on parle aussi de commanditaire, qui vous a passé la commande. Donc voilà, ça fait encore du jargonnage de temps en temps, mais finalement, ce qu'il faut avoir, c'est lister les différentes activités à auditer et les sites concernés, qu'on soit bien sûr de où on va, comment on y va. Regrouper les activités de façon logique. C'est-à-dire que si vous avez des choses qui se font plutôt en atelier, des choses qui se font plutôt en bureau, pour éviter les allées et venues, etc. Et aussi en termes de continuité par rapport à votre questionnement, c'est intéressant de commencer par exemple par la direction générale qui va vous donner les grandes lignes de l'entreprise, et puis après aller de plus en plus dans le détail pour aller voir jusqu'à l'opérationnel comment ça se met en place. Si vous faites passer du coq à l'âne un peu tout le temps,
vous allez avoir du mal finalement à avoir vous-même votre fil conducteur. Donc, prévoir l'audit de chaque activité spécifique en termes de réalisation. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de ce qu'on nous dit. On ne se contente pas de voir avec un pilote de processus de réalisation. On va voir concrètement les activités de réalisation. Parce que c'est ça qui est important. Je vous parlais tout à l'heure, il y a ce qu'on définit, est-ce que c'est appliqué, et on vérifie si c'est efficace. Donc ça, c'est important. Bien sûr, ordonner logiquement les sujets à auditer, éviter encore une fois de passer du coq à l'âne. S'assurer dans un plan d'audit qu'on a bien pris en compte l'exhaustivité de l'exigence du référentiel. Si on a prévu d'auditer, je dirais un organisme selon l'ISO 9001 et qu'il attend finalement un diagnostic selon l'ISO 9001 et qu'on n'a vu qu'un seul chapitre, nos conclusions ne pourront pas lui permettre de savoir s'il est ou non conforme à des critères d'audit. Il sera conforme sur un chapitre. Voilà. Et c'est ces approches-là qu'il faut avoir en tête. Bien vous assurer que vous répondez bien aux attentes. Prendre en compte les particularités de l'organisme à auditer et les besoins du commanditaire. Donc, c'est important dans votre audit, c'est de penser effectivement, je donne souvent cet exemple-là, c'est s'il y a des conditions d'accès, notamment avec un SAS dans lequel on doit donner des cartes d'identité pour avoir un badge, etc. C'est à prendre en compte tout bêtement. On n'y pense pas toujours, mais on a vite fait de perdre un quart d'heure, 20 minutes pour accéder sur un site. Si des fois, il y a des quiz de sécurité pour accéder sur un site, y compris quand on est visiteur, c'est des choses à intégrer dans le plan d'audit pour penser justement à ces problématiques pratico-pratiques. Dans vos plans d'audit, vous devez prévoir les réunions d'ouverture et de clôture, puisque les réunions d'ouverture et de clôture, on va revenir un petit peu tout à l'heure, ce sont je dirais la porte d'entrée et la dernière étape de votre audit, et il faut les inclure dans le timing. Si vous considérez que votre audit commence à 9 h et se termine à 17 h et que vous n'avez pas inclus ces sujets-là, vos réunions d'ouverture et de clôture, vous n'aurez pas les personnes concernées, ou alors vous allez devoir les faire décaler des horaires dans leur planning. Donc, il faut qu'ils soient informés de ces problématiques-là, qui en attend, pourquoi faire, etc., etc. Bien sûr, dans le cadre d'une équipe d'audit, se répartir les rôles en tant qu'auditeur. Est-ce qu'il y a un auditeur qui va être plutôt sur une part? Est-ce qu'on va se répartir géographiquement ou par thématique? Donc ça, c'est important dans le cadre de votre plan d'audit, comment vous faites en sorte de bien réussir à tout couvrir. Et puis, tenir compte des risques de l'organisme audité et des risques créés par l'audit pour l'organisme. C'est-à-dire que vous devez prendre en compte, vous en tant qu'auditeur, on a dit l'approche par les risques, elle est à prendre en compte, mais vous aussi, ne venez pas créer des risques dans le cadre de votre audit en vous disant « oui, mais l'audit est au-dessus de tout ». S'il y a des tâches qu'on ne peut pas auditer et que vous n'avez pas dire « si je veux l'auditer coûte que coûte parce qu'il faut que je le fasse ». Voilà. C'est important aussi d'avoir ça en tête. Si vous n'allez pas forcer les gens à rester plus longtemps que prévu par rapport à leurs heures de travail parce que c'est votre plan d'audit qui définit la musique, le tempo. Non, vous devez vous adapter, tenir compte. On vous dit, oui, mais là, on a une problématique parce que, par exemple, on audite le vendredi et les gens arrêtent à midi le vendredi pour qu'ils puissent rentrer chez eux parce qu'ils sont en grand déplacement. Prévoyez pas des choses l'après-midi qui vont faire éterniser les gens et qui vont vouloir peut-être rattraper du temps sur la route parce qu'ils sont partis trop tard. C'est des choses toutes bêtes, mais auxquelles il faut tenir compte. Parfait. Du coup, ça souligne encore plus l'importance du choix de l'auditeur, puisque comme tu l'as dit, l'audit peut lui-même porter sa part de risque. Du coup, il faut bien choisir l'auditeur qui va aussi venir, notamment quand on parle sur la partie externe et audit externe. On peut aussi bien choisir son auditeur interne, bien sûr. Mais voilà, est-ce que tu peux nous donner des critères de choix, justement, d'un bon auditeur qui, à mon avis, peuvent varier aussi d'une structure à une autre. Un bon auditeur pour telle structure peut peut-être être différent pour une structure ou pour une autre. Alors, il y a des auditeurs qui arrivent à s'adapter à tout type de structure, mais quelque chose qui est important aussi de voir dedans, c'est que vous pouvez le voir si jamais vous n'êtes pas encore des habitués de l'exercice d'audit, c'est que l'audit, ça ne s'improvise pas. On ne prend pas quelqu'un au coin de la rue, à la machine à café en disant « tiens, tu n'as rien à faire, toi, ce matin, tiens, on a un audit à faire, tu vas m'accompagner, tu vas faire de l'audit ». Non, ça ne s'improvise pas parce que c'est une préparation, ça nécessite des connaissances d'une certaine manière, et donc, d'une certaine manière, une pertinence par rapport au domaine. Il faut que la personne puisse apporter quelque chose, il faut que l'exercice d'audit soit fait. C'est pour ça que l'auditeur doit être formé à l'audit, si on ne veut pas, d'une part, le mettre en échec, et puis que l'exercice ne serve à rien. Donc, d'une certaine manière, un auditeur qui a une certaine forme d'expérience, que ce soit une expérience de l'audit, mais aussi des fois, ça peut être aussi quelqu'un qui a peu d'expérience dans l'audit, mais une expérience dans le métier. C'est-à-dire qu'il va pouvoir venir apporter son approche, son angle, pondérer certaines choses. Donc, ça peut être un angle intéressant. La chose qui est la plus importante pour moi, c'est l'auditeur doit être polyglotte. Au sens, il doit pouvoir s'adresser à tout le monde. Un auditeur, il ne doit pas s'adresser que aux responsables qualité
en utilisant son jargon. En gros, c'est ça, hein, c'est d'éviter de tomber dans le jargon qui va être compréhensible que du responsable qualité. Et donc, on va se retrouver dans un tête-à-tête, excluant un petit peu les autres personnes, parce que l'auditeur, il est là pour demander, non pas au responsable qualité. Le responsable qualité, c'est le chef d'orchestre des démarches qualité dans l'entreprise, mais c'est les vraies personnes qui mettent en œuvre, ce sont les opérationnels, les pilotes, etc., etc. Donc, il faut savoir parler à la fois tiens, terme est important. Il faut savoir parler à la fois à comment on appelle ça, un directeur général, par exemple, une directrice générale, mais aussi à un ouvrier, à un opérateur de ligne, etc. Et il ne faut pas que la personne se retrouve à ne pas comprendre ce qu'on lui pose comme question. Donc, c'est dans ce sens-là aussi être polyglotte, savoir s'adapter à la personne qu'on a en face de nous. Et puis, bien sûr, l'auditeur doit être quelqu'un qui sait mettre en œuvre les 7 principes évoqués précédemment, donc les principes de management de pilotage. C'est-à-dire que si jamais vous avez quelqu'un qui sait faire un peu tout, qui est un expert, qui a été formé, etc., mais vous savez que c'est quelqu'un qui va vite au conflit, qui s'énerve, qui n'est pas digne de confiance, qui utilise des informations pour les retourner contre les autres, c'est peut-être pas le bon auditeur dans votre entreprise, voilà, clairement. Voilà, ce sont des exemples qu'on peut citer. Merci Nicolas. Alors, quelles étapes clés lors d'un audit finalement? Alors, un audit, là aussi, c'est régi par une méthodologie et un déroulement. Donc, un audit doit commencer par une réunion d'ouverture. Une réunion d'ouverture, c'est le moment de mettre en confiance les audités, parce qu'effectivement, il y a encore des gens et c'est normal, quand on n'a jamais vécu un audit, on peut avoir l'impression qu'on va subir un examen. Voilà, je prends exprès ces termes-là connotés. Donc, la réunion d'ouverture, c'est le moment où, effectivement, on rappelle la raison de notre présence, on rappelle le pourquoi de cet exercice, quel est l'objectif de l'audit, comment on va procéder, que les rappels des règles de déontologie qu'on a dit tout à l'heure, les règles de confidentialité, les principes qu'on a évoqués tout à l'heure, et ce qui va faire en sorte de rappeler, donner du sens à l'exercice. Et comme souvent, quand on donne du sens à une action, à une tâche, à une activité, eh ben, les gens sont beaucoup plus enclins à accepter et à aller dans le sens de ce qu'on leur demande. Si on commence de but en blanc sans leur expliquer le pourquoi du comment et qu'ils ne savent pas vraiment à quoi ça va servir, ils vont peut-être avoir une petite réticence à vous accorder leur confiance. Donc ça, c'est la réunion d'ouverture qui nécessite aussi de rappeler justement comment va se dérouler l'audit en termes de timing, qui on va voir à quel moment, etc. Ça permet aussi de rappeler à quel moment on va tous se retrouver pour la réunion de clôture, sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Il va y avoir les entretiens de l'audit, ça c'est le cœur de l'audit finalement, hein. Donc, les interviews, les moments où on va demander des éléments de preuve, où on va questionner, on va relancer, on va prendre des notes. Donc, ça, c'est le gros de l'audit, finalement, pour l'auditer en tout cas. Et puis, à la fin de ces entretiens, il va y avoir une réunion de synthèse pour l'auditeur ou pour l'équipe d'audit. C'est le moment où on s'extrait des audités pour remettre à plat ses notes, remettre de l'ordre dans ses idées, et puis commencer pas commencer, mais ordonnancer finalement nos constats, ce qu'on a pu voir, pour justement pouvoir faire la restitution qui va se faire lors de la réunion de clôture. Et la réunion de clôture, là, on retrouve en théorie, si possible, si tous les gens sont disponibles, tous les audités, toutes les personnes qu'on a vues, et on leur fait la restitution de ce qu'on a pu constater, et sur la base d'éléments factuels. Hein, et le moment de la réunion de clôture, c'est là où on dit on a vu des écarts, on a vu des points sensibles, on a vu des axes d'amélioration, mais aussi des points forts. Et puis, l'idéal, c'est qu'à la fin de cette réunion de clôture, il y ait un consensus sur ce qui a été dit pour qu'au final, enfin, a posteriori plutôt, un rapport reprenant les éléments présentés en réunion de clôture puisse être le document factuel sur lequel pourront s'appuyer les différentes personnes ayant participé à l'audit et les responsables qualité, auquel cas, si jamais ils en ont besoin. Voilà. D'ailleurs, j'en profite pour poser à la volée là, une question qui vient d'être écrite, du coup, qui conclut bien à ce que tu disais. Après l'audit, est-ce qu'en général, on a un délai pour la remise du rapport d'audit auprès de l'auditeur? Il n'y a pas de règle. L'idéal, alors il n'y a pas de règle écrite par rapport à ça. Moi, ce que je conseille, c'est plus un conseil et puis un usage, c'est au même titre que je prends 15 jours pour envoyer le plan d'audit avant l'audit, il faut pour moi éviter de dépasser les 15 jours pour envoyer le rapport d'audit, déjà, ne serait-ce que pour l'auditeur ou l'équipe d'audit, parce que si on ne l'envoie pas rapidement, ça veut dire qu'on met le sujet de côté, et donc après se replonger dans ses notes, se remettre dans la dynamique, ce n'est pas toujours très, très simple.
Donc, battre le fer tant qu'il est chaud, comme on dit, c'est une expression classique, mais ça peut être pour moi, c'est un bon usage de le faire sous 15 jours. Voilà, c'est plus ça. Mais il n'y a pas vraiment de règles par rapport à ça. Très bien. Merci pour cette réponse. Alors, oui, effectivement, je crois que ça va être bientôt la fin de cette deuxième partie, mais ce qui est important, comme je disais tout à l'heure, un audit, ça ne s'improvise pas. Un audit, ce n'est pas quelque chose qu'on va pas dire, ah bah toi, tu as un peu de bagou, donc tu vas pouvoir venir poser des questions, etc. Non, ça nécessite d'avoir quelque chose. J'ai utilisé plusieurs fois le terme de planification, d'organisation, d'ordonnancement, de logique. Donc, si on veut avoir tout ça, si on veut garder un fil conducteur, un fil rouge, en tout cas au moins du fil de notre audit, il faut avoir des questions préparées. En tout cas, peut-être pas des questions, parce que je suis plutôt, enfin pas plutôt même, l'audit n'est pas une grille, ne répond pas à des critères de grille, de conforme, non conforme. Là, c'est de la grille d'application en fait. L'audit, c'est vraiment des échanges, des entretiens. Donc, on est plutôt dans un fonctionnement qu'on appelle en entonnoir. Donc, on évite les questions fermées, parce que sinon, le réflexe, c'est que vous allez dire, est-ce que vous avez bien une politique qualité? L'audité va vous répondre, oui, voilà. Et donc, c'est à l'auditeur de relancer pour reposer des questions, etc. Alors que si on fait des questions génériques, des questions ouvertes, on peut dire comment formalisez-vous votre engagement en matière de qualité? Là, on envoie la balle dans le camp de l'audité qui, lui, va nous dire moi, sur la base de la revue de direction, on évalue notre contexte, on évalue l'évolution de notre contexte, par exemple, et on formalise tout ça sur des objectifs stratégiques qui sont mis en forme dans notre politique qualité, par exemple. Mais du coup, vous avez plus d'informations en ayant des questions ouvertes. Et par contre, les questions fermées, ça peut vous permettre de venir confirmer ou infirmer quelque chose que vous avez pu voir. Mais si vous ne faites que des questions fermées, oui, non, vous allez déjà vous allez avoir besoin de préparer beaucoup de questions et ça va être moins dans l'échange. Donc, vous allez avoir finalement moins de matière et finalement, ça va être moins riche d'une certaine manière parce que les questions ouvertes, ça peut vous permettre aussi de rebondir sur une réponse que l'audité va vous donner, mais auquel vous n'avez pas pensé finalement. Donc, vous laissez le libre choix de pouvoir aussi évoluer dans votre approche. Et ça nécessite effectivement de bien préparer l'audit parce qu'il faut que vous sachiez quel est votre fil conducteur pour éviter de vous perdre dans des chemins de traverse, etc. Et toujours, vos questions doivent bien sûr, ça peut être sympa aussi de temps en temps, on est grisé par les audits. On se trouve sympa, on passe un bon moment avec quelqu'un qui est sympathique face à nous. Et puis, on oublie finalement l'objectif initial de l'audit. Donc, soyez vigilants par rapport à ça et d'avoir des sujets, des bullet points sur les sujets que vous devez aborder. Ça vous permet de toujours vous rappeler quel est l'objectif initial de l'audit. Parce que des fois, on arrive à avoir eu un échange de 2 heures qui nous apparaît très, très riche. Et puis, quand on reprend ces notes, on dit oui, d'accord, mais par contre, ça ne répond pas du tout à l'objectif initial. Donc, c'est difficile de faire ça. Et donc, ce qui est important, c'est que pour avoir des bonnes réponses, il faut poser les bonnes questions. Voilà. Donc, ça, c'est important d'avoir cette question-là. Voilà, parfait. Et attention donc un peu aux questions fermées pour pas trop finalement biaiser les réponses. Donc, on arrive au terme de cette deuxième partie qui était le gros morceau finalement. Hein. J'ai un peu dépassé. Hein. On a un peu dépassé. Alors, il y avait pas mal de questions. Alors, promis, on n'a pas donné de chèque à Monsieur Leroy hein, pour qu'il réponde. Donc, voilà, il nous aide de son plein gré, promis. Je vois, je lui ai laissé les rênes. Voilà. Donc, déjà, on va quand même aborder les questions. Donc, on va prioriser celles qui sont dans l'onglet QR. Donc, il y en a plusieurs. Alors, déjà, il y avait une première question sur de Amandine qui répondait. Les documents, il faut qu'ils soient nommés dans le référentiel ou est-ce qu'on peut donner d'autres éléments de preuve? Du coup, Alexandre répondait que tout document formel ou non formel correspondant aux critères, même sans être explicitement mentionné, peut être étudié. Est-ce que tu confirmes, Oui. ça? En fait, tout ce qui peut faire office de preuve qui vient, tout élément qui soit formalisé ou pas, qui vient étayer, je dirais, une planification par rapport à des risques-opportunités. En fait, quand l'organisme identifie des risques-opportunités, derrière, il met en place des objectifs face à ces risques-opportunités, il met en place des actions face à ces risques-opportunités, des indicateurs, etc. Donc, tout ce qui vient étayer ce qu'on nous aura présenté et décrit peut faire l'objet d'un élément de preuve. Alors, est-ce qu'il est suffisant? C'est autre chose. Est-ce que c'est nécessaire? Oui. Est-ce que c'est suffisant? Non, pas forcément. Donc, c'est à l'auditeur de se rendre compte si l'élément de preuve lui paraît suffisamment probant, justement. Ça fait un peu
je dirais de la redite dans ce cadre-là, mais ça peut être un pléonasme plutôt. Mais là, comme ça, dans l'absolu, si je n'ai pas un exemple, je ne saurais pas dire, mais ça peut faire l'objet. Voilà, tout s'étudie. En audit, tout s'étudie. Voilà, si on peut dire les choses clairement. Très bien, merci pour cette réponse. Donc voilà, Claudia disait, quand on parle d'exhaustivité, le requis est de couvrir tout ou l'ensemble des chapitres et les doit, sans toutefois faire chaque point. Enjeu vécu avec auditeur externe. Donc il y a Alexandre qui a très justement demandé de préciser cette question. Je ne sais pas si Claudia a eu l'occasion de le faire, je ne vois pas pour l'instant de réponse. Est-ce que toi, du coup, ça te parle? Est-ce que tu as un élément de réponse à apporter? Oui, enfin, je pense, enfin, je me trompe peut-être, hein. De ce que je comprends, c'est qu'effectivement, les normes vont avoir, dans les formulations, il va y avoir les doigts. L'organisme doit faire ci, doit faire ça. Je pense que ce que dit Claudia, c'est est-ce qu'on doit se focaliser sur ce qui est vraiment de l'exigence ou si aussi ça inclut les il convient d'eux qu'on retrouve dans les normes, en fait. C'est ça. Est-ce que c'est là-dedans qu'on parle de l'exhaustivité? Alors, moi, j'ai envie de dire, quand on parle d'exhaustivité, c'est un peu tout. Parce que, alors, je vais redire ce que je disais au début. Quand je me suis présenté, moi, l'ISO, à titre personnel, hein, je ne dis pas que tout le monde doit être d'accord avec moi, l'ISO, c'est un outil, c'est un moyen de mettre en œuvre de l'amélioration continue. Donc, j'essaye de sortir un petit peu du cadre scolaire de qu'est-ce qu'on doit faire dans le cadre du sujet, est-ce que je dois répondre à toutes les exigences. C'est finalement qu'est-ce qui paraît, et un auditeur, je dirais un auditeur un peu exercé, un peu expérimenté, etc., il va effectivement vérifier les critères par rapport à la norme, mais il va surtout essayer de voir l'esprit qui va être mis de la mise en application de la norme dans l'organisme d'entreprise. Parce qu'un organisme qui répond, je dirais, à tous les critères, il a bien tout mis en œuvre, etc., sur le papier, mais l'esprit n'est pas du tout appliqué dans l'entreprise, on ne peut pas dire qu'il met en place vraiment, effectivement, le sujet. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je veux dire, mais il va y avoir des auditeurs. J'ai vu tout à l'heure aussi des gens qui disaient qu'il y a encore des auditeurs qui fonctionnent un peu à l'ancienne, etc., etc. Oui, effectivement, tous les auditeurs n'ont pas la même approche d'une certaine manière. Il y a la loi et puis il y a l'application de la loi. C'est un peu ça l'idée. Mais pour moi, l'exhaustivité, c'est vraiment l'intégralité dans ce sens-là. Est-ce que tous les sujets de la norme sont couverts? Et après, c'est à l'organisme audité, par son approche par les risques, d'expliquer à l'auditeur pourquoi il a peut-être fait l'impasse sur tel et tel sujet. Et ça va être sur des éléments de preuve. Encore une fois, on a fait l'impasse là-dessus parce que si ça, on a des éléments qui nous permettent de détailler ça. Voilà. C'est dans cette approche-là. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question de Claudia. Mais je pense que c'est clair, c'est quand même assez clair. Et d'ailleurs, il y a une réaction. Alors, je pense qu'on va terminer par ça avant de continuer sur la troisième partie qui sera un peu plus courte et après continuer avec les réponses aux questions. Réaction de Salma qui dit « Mais on ne peut pas transmettre les questions que l'auditeur va poser, n'est-ce pas ?» Normalement, les audités doivent être déjà formés et informés. Voilà, donc c'est une réaction par rapport à ce que tu viens de dire. Qu'est-ce que ça t'évoque? Alors, moi, non, on ne pose pas. Encore une fois, ce n'est pas un examen, ce n'est pas, je dirais, un questionnaire. Un audit, c'est un échange. Mais ce n'est pas non plus un piège, hein. On ne donne pas les questions, c'est pour éviter que les gens bachotent, entre guillemets, et qu'on fasse un peu ce qu'on peut retrouver. Si vous regardez un peu, des fois, il y a des mèmes QSE sur les réseaux, etc., où on voit l'entreprise avant l'audit, l'entreprise pendant l'audit, puis l'entreprise après l'audit. Et puis, on voit que pendant l'audit, c'est tout nickel, et puis avant et après, c'est le gros souk. Il faut éviter ça. Ce n'est pas le but. Donc, si on pose les questions, le risque, ça pourrait être d'avoir ça, où on fait du bachotage, on nettoie bien, on fait les poussières, on met tout en ordre. Or, ce n'est pas ça. Le plan d'audit va dire ce qu'on a prévu de voir, les thématiques qu'on a prévu de voir. Par contre, pas le document qu'on attend à voir, pas la spécificité de tel sujet. On va vraiment donner les grandes lignes et pas un sujet de question. Voilà. On est vraiment dans de l'échange. Donc, alors ce que je comprends moins dans la question, c'est normalement les audités doivent déjà être formés et informés. Alors les audités doivent être formés à quoi? Parce que les audités doivent être informés sur l'audit, je suis d'accord, mais formés, je ne suis pas sûr de bien comprendre. Voilà, c'est juste oui. Une petite voilà. En fait, ils sont informés du plan d'audit. C'est la réaction d'ailleurs qui a été faite par Béatrice. Si je ne me trompe pas, voilà, le plan d'audit aide normalement les audités à se préparer
Donc voilà, après, eux, ce qu'ils doivent savoir faire, c'est leur métier. Après, derrière, Exactement. respecter les processus de l'organisation. Et il y avait des commentaires qui parlaient de la cartographie des processus tout à l'heure. Donc voilà, ils sont formés à leur métier, ils sont informés du plan d'audit et derrière, ils sont en capacité du coup de vivre l'audit et d'y participer de manière proactive. On va continuer du coup sur les Je slides. rebondis juste sur Ouais, ce qui a été vas-y, dit je t'en prie. par Guy. Effectivement, l'objectif est d'améliorer les processus et pas les prendre en défaut. Je suis d'accord, c'est ce qu'on disait, ce que je disais au début. On ne vient pas pour tendre des pièges, pour chercher des écarts, etc. Il faut rester dans une approche d'amélioration, de facilitation et un outil qui implique les gens. D'une certaine manière, enfin, on va le voir tout de suite, hein, mais ça fait bien la transition avec ce qu'on veut faire sur la fin, c'est comment faire en sorte que l'audit soit une approche positive et embarque les gens dans la démarche, quoi. Tout à fait. Exactement. En tout cas, merci et merci à tous les participants pour ces Oui, échanges très, très riches. Je tiens à préciser que c'est rare qu'on ait un auditoire aussi dynamique oui. et engagé. Donc, ça fait Participatif, c'est vraiment, super. voilà, ça fait vraiment plaisir. Merci à tous pour vos questions et vos participations et les réponses aux questions même de la part de certaines personnes qui nous aident avec ce flux. C'est sûr qui est assez dense à gérer. Du coup, voilà, on a la troisième et dernière partie sur l'approche positive de l'audit pour terminer sur donc une note positive cet exposé. Oui. Du coup, voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire Alors, de cette approche positive? je dirais, ça reboucle avec le début, c'est-à-dire que l'audit, ça reste un outil d'amélioration. Comme ça a été dit aussi par Guy tout à l'heure, effectivement, l'idée, c'est vraiment de ne pas se focaliser que ce qui ne fonctionne pas. C'est bien d'identifier ce qui ne marche pas, mais c'est bien aussi de marquer sur quels sont les points forts qu'on a pu identifier. On a trop tendance, d'une manière générale, à ne se focaliser que sur ce qui reste à faire, sur ce qui ne fonctionne pas, etc. Comme si ce qui marchait bien, voire ce qui marchait très bien, c'était du normal dans l'entreprise. Or, dans plein d'entreprises, quand on arrive en tant qu'auditeur et qu'on dit bah, ça, c'est un point fort, les gens disent ah, bah, nous, on pensait que c'était normal, c'est juste normal. Bah, non. L'avantage aussi d'être extérieur, c'est qu'on arrive, on peut comparer sans dire à côté j'ai vu ci, j'ai vu ça, etc. C'est cette approche de dire oui, mais clairement, je ne vois pas ça partout, quoi. Et puis, bah, ça donne une image pour les entreprises de se dire bah, ah, finalement, on est peut-être moins mauvais qu'on peut l'imaginer. Parce que clairement, ça m'arrive souvent, j'arrive dans l'entreprise, puis on me dit ah, vous allez voir, il n'y a rien qui avance, c'est compliqué, etc. Puis en fait, quand on fait l'audit, on se rend compte que ce n'est pas si catastrophique que l'image veut bien se donner. Alors, c'est aussi important d'avoir cette image que les gens se disent ah, bah, ça me redonne enthousiasme, ça me redonne de l'enthousiasme. Ça peut être un outil de… Alors, tout à l'heure, j'ai vu effectivement que l'audit, effectivement, était un exercice pour sensibiliser, mais pas un lieu de formation. Je suis d'accord, hein, j'ai peut-être utilisé le terme formation. Je ne sais pas si c'est à moi que ça s'adressait. Ce n'est pas cette approche-là, c'est vraiment de sensibilisation. Et ça va avec ça, c'est que ça peut être un outil pédagogique en interne. C'est-à-dire que quand on fait l'audit, les gens peuvent se retrouver à des fois comprendre aussi le sens des choses qu'on se fait. Parce que quand les choses se font de façon habituelle, répétitive, parce que de proche en proche, on nous a dit de faire ça, et en silo, on oublie de prendre, je dirais, le recul sur la raison de pourquoi on nous demande ça. Et c'est cette approche qui peut être importante dans le cadre de l'audit parce que ça va replacer les choses dans leur contexte, d'une certaine manière, parce que vous êtes là pour chercher des cohérences. Donc, c'est quelque chose qui peut être une vision très pédagogique pour l'interne. Et donc, ça donne du sens à des missions d'un collaborateur, d'une collaboratrice qui va, in fine, se dire « Ah oui, maintenant que je comprends bien », et peut-être des fois le manager ou la manageuse ou le pilote, les pilotes de processus qui vont dire « Ah, c'est vrai qu'on n'avait peut-être pas bien communiqué là-dessus, on n'avait peut-être pas bien sensibilisé là-dessus. » Et on comprend mieux les problématiques. Parce que les gens, des fois, pensent que les choses sont faites et elles ne sont pas faites. Et le cadre de l'audit, c'est de se dire « Ah, la mince, on pensait que c'était clair et que c'était appliqué par tout le monde. » Donc ça, j'ai des exemples, j'en ai à l'appel. Un autre sujet qui est important, c'est on ne va pas sur le terrain sans savoir pourquoi. On sait ce qu'on va observer, on va chercher des preuves. Parce que j'ai souvent des gens que je vais former dans des écoles ou des entreprises qui me mettent visite chantier, visite atelier, etc. Non, on ne fait pas une visite, ce n'est pas une balade. C'est partie intégrante de l'audit, la partie terrain, puisque c'est même la partie primordiale de l'audit, puisque c'est là que vous allez vérifier si les gens vont mettre en application réellement et si les choses sont vraiment efficaces sur le terrain. Alors quand je dis terrain, ça peut aussi être dans un service, etc. Mais on ne se contente pas de rester avec le pilote ou la pilote et puis qu'on se dit, bon, bah, ok, c'est super, vous avez un beau plan d'action, des beaux indicateurs, etc. C'est super, c'est un point fort. Non, on va vérifier que ce beau plan d'action, ces beaux indicateurs, bah, comment ça se matérialise sur le terrain? Est-ce qu'il n'y a pas une petite discordance et ces choses-là? Et puis, ben, ce qui est important aussi pour valoriser l'audit, c'est de valider au fur et à mesure les constats dans le cadre de ce que vous faites dans l'audit. C'est-à-dire que vous êtes bien d'accord avec les personnes que vous auditez, vous dites, bon, ben, on est bien d'accord que là-dessus, c'est un écart.
où là, on sent bien qu'il y a une dérive. Et vous ne faites pas les choses dans votre coin, ce qui fait que ça va impliquer les gens aussi dans la prise de décision. Déjà, ils ne pourront plus le contredire ultérieurement. Le but, ce n'est pas de dire ah bah, maintenant tu te tais, c'est juste de dire que la personne, une fois qu'elle a accepté le constat, derrière, c'est qu'elle considère qu'effectivement, elle a une action à mener. Donc, elle s'implique dans l'histoire. Donc, c'est quelque chose qui peut être très intéressant aussi dans cette approche. Et puis, bien sûr, de les impliquer dans la réflexion. Est-ce que c'est un accident? C'est un problème que vous rencontrez ponctuellement ou est-ce que c'est un problème répétitif auquel vous êtes régulièrement confronté? Et ça, c'est ces personnes-là qui vont savoir vous le dire. Et ce sont les opérateurs, quand on leur demande leur avis, quand on leur demande leur implication, ça valorise leur travail, parce que des fois, on ne leur demande plus des fois comment ça se passe chez eux. Donc, c'est un sujet important pour valider, confirmer, sécuriser finalement vos constats pour arriver à un consensus et pas un compromis. Compromis, ça veut dire qu'il y en a qui font des concessions dans l'histoire en disant « Ok, on va l'écrire comme ça, mais moi, je ne suis pas d'accord ». Ça, c'est pas bon. Ça. Si vous arrivez à ces sujets-là, c'est pas bon. Si on dit oui, on est d'accord, effectivement, on a bien constaté ça, c'est très bien. Parfait, merci Nicolas. On est désolé, on est un petit peu en retard. Ouais. Alors pour ceux qui doivent nous quitter parce qu'il est 17h, on va terminer bien sûr cette présentation. Je vous précise du coup que la semaine prochaine aura lieu donc une démonstration de notre outil Pixfar Improver qui permet justement une gestion des audits. De manière outillée. Et n'hésitez pas à récupérer les contacts que vous voyez ici, nos contacts sur LinkedIn, et à suivre nos pages du coup LinkedIn respectives pour être tenu au courant, parce que donc Nicolas anime régulièrement du coup des podcasts et du coup à divers contenus très intéressants, publie des articles également qui pourront vous intéresser. Et une newsletter. Et une newsletter, important. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit qu'il était inscrit tout à l'heure, une ou deux personnes. Donc, merci à vous si vous êtes encore là, les personnes qui sont abonnées. Et côté Pixfar, du coup, tous les mois, on organise un webinaire métier comme celui-ci. Donc, on va continuer d'en faire. Et donc, on en refera un avec Nicolas en 2024. On vous posera des questions pour ceux qui seront encore là tout à l'heure sur les thèmes qui vous intéresseraient autour de l'audit, même si on a déjà nos petites idées, comme vous allez le voir. Donc, si vous pouvez rester encore un petit peu avec nous, on va terminer cette présentation. Et puis, pour ceux qui doivent nous quitter, on vous met les liens pour le webinaire de la semaine prochaine, qui sera en fait une démonstration de notre outil de gestion des audits, mais pas que, aussi du reste de l'amélioration continue, les actions, les événements, dans le chat directement. Donc là, vous retrouvez, c'est Pixfar qui vient de le publier dans le chat. Voilà, et pour ceux qui peuvent rester avec nous, eh bien, on va continuer cette présentation. Il ne reste plus énormément de choses, hein, mais c'est vrai qu'on avait dit 17h. Donc, c'est ça. Donc, effectivement, quelque chose d'intéressant à avoir quand vous êtes dans l'audit pour avoir une approche constructive et puis de bien mettre en parallèle tout ça, faire le lien, c'est bien faire la différence entre une tâche qui est prescrite, c'est-à-dire ce que la personne est censée faire. C'est écrit comme ça dans la procédure, donc OK. Mais ce n'est pas parce que c'est écrit comme ça que c'est vraiment comme ça que ça se passe. Donc, après, vous allez sur le terrain, ce que je vous disais, et puis vous demandez à la personne que vous rencontrez comment vous vous organisez, quelles sont les différentes tâches que vous devez être rencontrées. Et là, la personne vous dit ce qu'elle fait, c'est l'information. Elle vous dit, moi, je suis censé faire comme ça. Et vous observez et vous regardez la tâche effective, ce que vous voyez que la personne fait réellement. Et ça se trouve, tout ça, ça marche très bien. Vous dites, OK, on m'a dit que la personne que je devais aller rencontrer, elle était censée faire ça, 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 ça. Quand je lui pose la question, elle me dit qu'elle est censée faire ça, 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 ça. Et quand je la regarde faire, elle fait bien ça, 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 ça. Mais si vous voyez des discordances, eh ben, ça peut effectivement se poser, se dire, est-ce que la tâche a été mal informée, enfin mal transmise, pardon, l'information a été mal transmise, est-ce que le collaborateur l'a mal comprise ou est-ce qu'il la met mal en application? Et effectivement, derrière, on ne met pas en place les mêmes actions, puisque l'objectif, encore une fois, c'est de mettre en place des actions d'amélioration. Donc, si on fait une mauvaise interprétation du départ, on va mettre en place des actions erronées. Je prends un exemple tout bête, si vous allez chez le médecin qui ne fait pas le bon diagnostic, il ne va pas vous donner le bon remède par rapport à votre maladie. Ben, vous êtes un petit peu le médecin de l'entreprise, d'une certaine manière, en toute proportion gardée, mais vous identifiez des problématiques, vous aidez en tout cas. L'auditeur, il n'est pas là forcément pour identifier, mais pour aider à faire émerger, à identifier, à prendre conscience de problématiques dans l'entreprise sur lesquelles il va falloir travailler par la suite. Donc, attention à ne pas se limiter à l'application des actions. Est-ce que c'est fait, est-ce que ce n'est pas fait? Mais bien se poser la question de l'efficacité des actions. Et donc, est-ce que les actions qu'on a mises en place sont efficaces? Et si possible, est-ce qu'elles font l'objet de performance? C'est-à-dire que est-ce qu'on atteint nos objectifs, voire est-ce qu'on dépasse les objectifs qu'on s'était fixés vis-à-vis de ces actions-là? Parfait.
Et sur la partie, donc l'approche finalement d'apprentissage constructif, il y a donc le suivi de l'audit qui va concerner donc plusieurs aspects. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces différents Oui, aspects? alors assez rapidement, parce qu'il y a des choses que j'ai déjà dites, mais c'est juste que là, ça concerne le suivi de l'audit, donc l'après-audit. Le travail de l'audit ne s'arrête pas forcément à ce niveau-là, surtout quand on est en interne. En externe, c'est un petit peu différent quand on est auditeur externe. Mais déjà, se poser la question de est-ce que l'audité, au sens entité, a bien répondu au constat de l'auditeur? Est-ce qu'il a mis en place des corrections, des actions correctives et préventives, et ou préventives à chaque fois? Qu'est-ce qu'il a mis en œuvre pour répondre à ces questions? Ou est-ce que, en gros, il a mis son rapport dans un placard et puis il ne s'en occupe pas? L'auditeur, il peut être sollicité pour vérifier la pertinence de ses réponses. Moi, ça arrive des fois que des entreprises me sollicitent après l'audit pour me dire voilà ce qu'on a prévu de mettre en œuvre, est-ce que ça répond à vos attentes ou pas? Voilà. Alors, moi j'interviens en tant que prestataire, on ne me sollicite pas à chaque fois, mais en tout cas, c'est bien de se poser la question de façon la plus objective possible. Est-ce que, en mettant en place telle action, on va vraiment régler le problème? Ou en tout cas, on va contribuer à régler notre problème ou à atteindre nos objectifs. Ensuite, bien sûr, une fois qu'on a défini ça, on s'assure que ces actions sont bien mises en œuvre en interne. Et puis, une fois qu'elles sont mises en œuvre, est-ce que ça a porté ses fruits? Est-ce qu'on est arrivé visiblement à ce que ça atteigne l'objectif fixé? Donc, l'objectif n'est clôturé, finalement. On considère que l'exercice d'audit n'est clôturé, non pas une fois qu'on a seulement répondu aux questions posées, mais une fois que les problématiques identifiées ont fait l'objet d'actions qui ont été mises en œuvre et qui ont pu prouver leur efficacité. Et là, on peut dire que les non-conformités identifiées en audit peuvent être considérées comme clôturées. Et là, on Très fait de bien. l'amélioration continue. Ça me rassure, c'est dans cette optique qu'on avait développé nos outils. Donc, on est en phase, c'est parfait. Voilà, donc on a des bénéfices qu'on retire de ces démarches d'audit. Et donc, les bénéfices sont légèrement différents en fonction des audits internes ou externes. Est-ce que tu peux les commenter brièvement? Oui, alors effectivement, l'audit interne, comme je disais, c'est un autodiagnostic. On se regarde, c'est un peu ça, on s'autocontrôle, on s'évalue, on s'auto-évalue. Donc, on peut avoir une vision globale de sa société, qu'on le fasse avec des ressources internes ou des ressources externes. Moi, par exemple, je fais de l'audit interne, mais pour des entreprises. Mais en tout cas, j'audite l'entreprise, je contribue à son évaluation pour que derrière, on arrive à avoir une vision la plus objective possible de son fonctionnement et pas uniquement de l'opérationnel qui va toujours venir nous occuper le quotidien. Ça permet d'identifier effectivement des détections, notamment des besoins de formation. Alors, pas que ça, je dirais des besoins d'axes d'amélioration au sens large, des problématiques de ressources au sens large, mais notamment des fois des problèmes de formation, d'identification. Et puis, ça permet la prise de décision stratégique éclairée, puisque une des approches du management de la qualité, notamment, c'est la prise de décision fondée sur des preuves. L'audit étant un exercice qui se veut lui-même s'appuyant sur des éléments factuels, si on s'appuie sur l'audit pour prendre des décisions, et derrière, ça veut dire que la stratégie de l'entreprise va permettre de répondre à des problématiques réelles et pas uniquement sur des ressentis, sur des impressions, sur je dirais, une lubie ponctuelle, mais bien en se disant, voilà, on a identifié telle problématique, donc la stratégie va plutôt partir là-dessus. Donc ça, c'est plutôt pour l'interne. Et puis l'externe, déjà, c'est de s'assurer effectivement d'être d'une certaine forme de conformité à la compliance par rapport au référentiel. Et puis, souvent, celle qui vient la première en tête, c'est l'obtention de certifications, certification ISO, quelques certifications MAS, etc., IATF, voilà, pour justement avoir un organisme tiers qui vient, je dirais, servir de garant sur la bonne application des entreprises et qui délivre un certificat qui permet ensuite de pouvoir avoir des marchés et plutôt que les personnes voulant faire appel à telle entreprise doivent faire un audit, on lui donne un certificat qui dit l'organisme de certification X nous a donné les certifications, vous pouvez donc considérer qu'on est bien dans cette démarche-là. Voilà, c'est un peu ces approches-là qu'on peut avoir. Ce n'est pas tout à fait la même chose. L'interne, c'est vraiment plus pour s'améliorer. L'externe, c'est plus aussi tourné vers l'extérieur. Voilà. Parfait. Les deux sont complémentaires, pour autant. Eh bien, merci. Bon, c'était vraiment passionnant. Je pense que ça a vraiment beaucoup intéressé tout le monde. On sait qu'il y a d'autres sujets encore à aborder en continuité de ce webinaire et on souhaite le faire lors d'un prochain webinaire.
Donc, ce que je vous propose, c'est de nous dire, en plus des questions là qu'on s'est déjà posées et qu'on aimerait adresser lors du prochain webinaire, donc comment mettons l'audit en musique d'un point de vue pratique, qu'est-ce qu'un guide d'audit, que trouve-t-on dans un rapport d'audit, comment qualifier les différents constats d'audit. D'ailleurs, pour la partie rapport d'audit, je vois qu'il y a des questions. Alors, on n'a pas de documentation à vous mettre à dispo là suite au webinaire, hormis le replay, mais du coup, ça sera l'occasion, par exemple, sur ce prochain webinaire, d'expliquer un peu plus ce qu'on trouve dans le rapport d'audit. En tout cas, voilà, vous pouvez suivre le lien WooClap qui va vous être envoyé là dans le chat dans quelques secondes, qui va vous, voilà, il est là, donc qui vous permet du coup de proposer d'autres thématiques aussi, des sujets qu'on n'aurait pas abordés lors de ce webinaire-là et que vous aimeriez voir abordés sur le webinaire qui fera suite, toujours en présence de Nicolas. Donc l'année prochaine, en début d'année prochaine, on tâchera de trouver rapidement une date. Donc voilà, n'hésitez pas à nous mettre sur WooClap, du coup, en suivant le lien qui est dans le chat, les thématiques que vous aimeriez voir abordées lors de ce prochain webinaire. Je me permets de rebondir sur une Vas-y. question. Je vois une Oui. question qui est intéressante alors de Placide Alfred Iloki qui parle justement de la problématique de l'audit interne. Est-ce qu'on doit savoir à l'avance ce qu'on cherche ou bien on doit mener l'audit, on doit découvrir au fur et à mesure de l'audit? L'audit est un exercice, comme j'ai dit tout à l'heure, qui doit faire l'objet d'indépendance, de non-parti pris, etc. Donc, quand on parle d'indépendance, de non-parti pris, de non-jugement, c'est qu'en théorie, c'est difficile, hein, parce que souvent, comme les fonctions d'audit interne sont pilotées par les responsables QSE, donc ça veut dire que c'est les gens qui mettent en place le système qui vont auditer le système. Donc, souvent, ils connaissent mieux les réponses que les personnes qui vont auditer. Mais pour autant, il faut viser à ne pas trop influencer l'audit. En fait, il faut essayer de faire comme si on revenait à zéro. On pose des questions de candide, on pose des questions de naïf, comme si on ne connaissait pas l'entreprise, comme si on s'adressait à quelqu'un extérieur. Et on ne doit pas orienter les questions pour avoir la réponse qui nous… Alors, ce n'est pas simple, hein. C'est très, très compliqué ça quand on est en interne, mais c'est vraiment cette approche-là qui est importante à avoir pour que l'exercice soit vraiment, je dirais, constructif. Parce qu'effectivement, si on influence les questions et les réponses, vous ne répondrez pas à l'objectif qui est de se poser la question de l'autodiagnostic, de se dire comment on se situe, comment on ne se situe pas, où est-ce qu'on doit s'améliorer. Voilà. Donc, et éviter d'essayer de pousser parce qu'on a envie qu'un sujet avance, de dire on va essayer de forcer la non-conformité parce que comme ça, ils seront obligés d'y répondre. Donc, c'est des fois difficile parce qu'on a tous notre perception, notre sensibilité, les envies qu'on a pour faire avancer tel ou tel sujet. C'est peut-être pas ceux que l'entreprise a besoin de mettre en avant. Et donc, quand on est jugé parti, c'est compliqué. C'est pour ça que beaucoup d'entreprises font appel à des consultants comme moi. Et là, ce n'est pas juste pour faire de la promo, c'est uniquement parce que derrière, c'est plus objectif, parce qu'on arrive, je dirais, neutre de tout jugement de fonctionnement de l'entreprise. On n'a pas de rapport de force où les gens vont dire « oui, mais je ne vais pas lui dire à ça parce que ça va me revenir dedans et puis ça va être dans son intérêt, etc. » On arrive, on fait notre exercice, on repart. Après, ils en font ce qu'ils veulent, mais en tout cas, c'est censé être beaucoup plus neutre. Voilà, c'est juste pour revenir sur cette approche-là. Je ne sais pas si c'est très clair, mais… Très bien, ouais, merci d'avoir répondu. Je pense qu'il y a beaucoup de Il y a retours beaucoup de très questions. positifs dans le chat, y compris des questions. Bon, voilà. Alors là, on va peut-être en regarder encore quelques-unes. Là, par exemple, il y avait la question de Cyril qui était assez spécifique. Comment organiser un audit dans une entreprise dont tous les salariés travaillent en full remote? Faut-il réserver des locaux spécifiquement, même si tout est dématérialisé pour l'occasion? Le siège social de l'entreprise existe, mais est un local vide dont la seule utilité légale est de disposer d'une boîte aux lettres. Donc voilà, il y avait Alexandre qui avait donné un premier niveau de réponse. Je fais comme L'auditeur ça. doit s'adapter. Voilà, donc toi, tu J'ai la ferais… même Voilà. réponse qu'Alexandre, en fait. C'est-à-dire qu'un audit, il doit tenir compte. J'ai parlé tout à l'heure on doit tenir compte des risques et du fonctionnement de l'entreprise. Si l'entreprise fonctionne comme ça, on ne va pas faire déplacer tout le monde parce que c'est l'auditeur qui arrive ici et puis on doit s'adapter à l'auditeur. Ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus d'audits. Moi, ça m'arrive de faire des audits, même assez régulièrement, en distanciel, en hybride, avec une partie des personnes qui sont sur le site et d'autres qui sont à distance. Et puis, l'important, c'est qu'on puisse avoir les éléments de preuve. On le voit ici, on est en webinaire, mais ça n'empêche pas de partager des documents. Que le document, on nous le présente dans une salle sur une télé ou qu'on nous le présente à distance, l'important, c'est que le document, on nous le présente. Voilà, donc ce n'est pas tellement un sujet. La problématique, ça va être plus l'animation, ça va être plus compliqué parce qu'il va y avoir tout le langage non verbal qu'on ne va pas forcément avoir, les attitudes des uns et des autres qui vont être un peu différentes. C'est plus sympa de pouvoir voir les réactions des personnes, je dirais, de visu. Mais si l'organisme fonctionne comme ça, à l'auditeur de s'adapter au fonctionnement de l'organisme. Voilà.
Donc, c'est ce que disait Alexandre. Hein. J'ai rien enfin, j'ai rajouté quand même. J'allais dire, j'ai rien à rajouter, mais j'ai quand même rajouté. T'en as rajouté un petit peu. J'en attendais pas moins. Merci beaucoup. Parfait. Du coup, je pense que là, oui, il est presque écart, donc on va peut-être prendre le temps. Alors, je trouvais le témoignage de Brice quand même intéressant. Du coup, il avait dit qu'il avait baissé les bras en fait en refusant d'auditer un processus administratif et financier dans une organisation qu'il connaissait bien parce qu'il trouvait que leur gestion de personnel et de mise à dispo des finances était catastrophique. Et du coup, il n'a pas osé aller au combat. Ça, j'imagine que c'est des choses auxquelles on est confronté régulièrement en tant qu'auditeur. Alors, c'est un sujet qu'on n'a pas abordé, enfin que j'aurais pu aborder, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est le choix du bon auditeur pour le bon audit, en fait. Une chose qui est importante, moi, quand je trouvais que la gestion était catastrophique. Là, je me permets, hein, Brice, il y a une part de jugement. Donc, forcément, la neutralité, l'impartialité, on n'est pas dedans, l'indépendance, tout ça. Donc, effectivement, Brice a eu raison de décliner parce que de toute façon, l'exercice d'audit au sens qu'on a évoqué tout à l'heure n'aurait pas été, je dirais, efficace de cette manière. La difficulté, effectivement, en plus, les processus administratifs et financiers, c'est les plus compliqués à gérer, hein, en général. Hein. Vous verrez même les auditeurs qui font des certifications ISO, ils n'auditent pas forcément tous ces sujets-là. En prétextant souvent, enfin prétextant, non, ça c'est un jugement de ma part, en mettant en avant le fait que ce sont des processus qui sont déjà beaucoup suivis par les cabinets, par les commissaires aux comptes, etc., et qu'ils ont des procédures qui sont déjà appliquées. Ça se discute parce que ça n'empêche pas de pouvoir faire de l'amélioration continue. Donc, voilà. Mais c'est un sujet qui est touchy, qui est assez difficile. Hein. Donc, en tout cas, on peut refuser, hein, si on ne se sent pas à l'aise, comme je disais tout à l'heure. Il faut que la personne soit adaptée, soit compétente au sens large et expérimentée pour répondre à ça. Il vaut mieux faire comme Brice et pas y aller plutôt que d'y aller et puis qu'au final, l'exercice se passe mal et qu'on ne puisse pas en faire, je dirais, que personne n'en ressorte, je dirais, avec une approche positive, quoi. Voilà, donc le choix de l'auditeur, mais aussi le choix de l'auditeur qui part de l'auditeur. Il est important aussi de savoir soi-même quand il ne faut pas y aller, quoi, pour que ça pourrait porter préjudice. Donc voilà, merci en tout cas pour la réponse. Alors je suis vraiment désolé pour ceux qui ont posé des questions qui sont noyées dans le chat parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'interactions. On n'a pas pu répondre à tout parce qu'on a un temps limité, qu'on a d'ailleurs allègrement dépassé d'un quart d'heure. En tout cas, merci à tous ceux qui étaient présents. Merci pour vos échanges. Donc pour continuer un petit peu tout ça, comme on vous l'a dit, on fera une suite avec Nicolas en 2024. Du coup, on va s'inspirer de ce que vous nous avez mis dans le chat, mais aussi dans la réponse à la question de tout à l'heure. Donc, suivez-nous sur LinkedIn. En tout cas, il y a plein de contenus passionnants du côté de Nicolas qui fait en plus sur plein de supports différents, y compris audio. Et comme vous avez vu, c'est passionnant de l'écouter. Voilà, donc vous pouvez continuer à le faire régulièrement grâce à ça. Donc, sa page Nicolas Frébourg, tout simplement, et notre page Pix4. Donc, si vous voulez en savoir plus sur notre système de management de la qualité, de l'amélioration continue, y compris audit, et la gestion des risques. En tout cas, on continue cette collaboration. Merci infiniment, Nicolas. Merci à toi, Très Victor. belle Merci Pixfor et présentation. merci à toutes les personnes qui se sont libérées, qui ont participé, qui ont activement échangé. Et puis, désolé d'avoir dépassé le timing. C'est un peu mon péché mignon. Je parle beaucoup. Voilà. Merci à tous. Merci, Nicolas. Merci à tous les participants et à très bientôt, du coup, pour la suite. À bientôt. Au revoir. Au revoir.